Le président Trump a répliqué par une frappe du tac au tac. Nous attendons de voir jusqu'où celle-ci va aller. Est-ce que cela fait partie d'un effort coordonné plus vaste? Mais la question plus importante, c'est où cela nous mène-t-il? Et jusqu'où cela va-t-il encore aller avant qu'une quelconque résolution entre en vigueur? Il y a un vrai problème ici. Il y a ce que le président Trump peut penser, et puis il y a ce qui se passe réellement sur le terrain, dont une grande partie, pensons-nous, échappe à son contrôle. Et tout cela pourrait dégénérer de façon incontrôlable, et plus personne ne pourra décider de la marche à suivre, le président Trump moins que quiconque. Surtout s'il ne relie pas ses décisions à la réalité du terrain. Nous allons parler aujourd'hui d'une partie de tout cela, et de certaines choses qui se passent peut-être sans même que vous le sachiez, avec notre premier invité, qui vient pour la première fois dans l'émission, Matt Bracken, romancier, historien passionné et apparemment agitateur. Matt, bienvenue dans l'émission pour la première fois. Oui, cet agitateur me dit quelque chose. Comme on disait autrefois, pas très bon pour la carrière. Mais apparemment, vous êtes très bon dans ce domaine. Alors, on est ravis de vous recevoir. Écoutez, l'une des raisons pour lesquelles je voulais vous inviter, c'est d'abord parce qu'on a utilisé un jour dans cette émission une carte qu'on avait prise sur votre site sans vous en attribuer le mérite. Et quand j'ai fini par me demander « Attendez, qui nous a donné ça ?» je me suis dit « Ah, mais ce type est plutôt intelligent. Il faut qu'on l'invite dans l'émission. » Alors, on est vraiment très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je pense en termes de cartes. Beaucoup de gens lancent des termes à tout va, mais pour prendre une comparaison, c'est comme des gens qui ne savent vraiment pas quelle est la différence de taille entre le Rhode Island et le Texas. S'ils voyaient deux cartes côte à côte où le Rhode Island paraît avoir la même taille que le Texas, ils ne le sauraient pas. Ou alors, dans les interviews de passants dans la rue, ils ne savent pas qui s'est battu pendant la guerre de sécession, ni de quel siècle il s'agissait, mais ils peuvent voter. Donc l'éducation est vraiment un élément très important dans tout ça. Vous savez, je suis d'accord avec vous sur ce point, et c'est justement ce qui entre en jeu ici. L'une des choses dont je veux parler d'emblée, c'est qu'il y a eu récemment des informations selon lesquelles un méthanier aurait été touché près de l'Égypte. On l'accuse d'être parti de plusieurs ports différents. Certains disent qu'il venait d'Iran, d'autres disent qu'il venait d'ailleurs. Nous ne le savons pas vraiment. Mais j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce qui a pu se passer ici. Et c'est un élément que nous avons de votre côté. Pouvez-vous nous dire ce que nous regardons et à quoi nous devons être attentifs quand nous parlons de cette frappe en Égypte? Eh bien, la frappe, je me familiarise encore avec le nom. Je crois que c'est Damiet, en Égypte. C'est au-delà du canal de Suez, de l'autre côté du canal de Suez. Donc si c'est un drone iranien qui vole assez bas et qu'on peut entendre, alors il a traversé de part en part, vous savez, des zones urbanisées, le canal, et ainsi de suite avant de frapper cette installation qui appartient à des Américains. C'est flottant. Ce n'est pas un tanker qui va de port en port. C'est une installation flottante de liquéfaction et de regazéification de gaz naturel liquéfié. Certaines de ces usines, au lieu d'être construites à terre, sont installées sur un navire, puis remorquées jusqu'à leur emplacement, plutôt que construites sur place. Donc c'est une installation flottante de GNL, et elle a été frappée par un drone qui ne l'a ni détruite, ni mise hors service. Cela a déclenché quelques incendies qu'ils ont pu éteindre. Donc pour moi, c'est un tir d'avertissement. S'ils avaient voulu porter un coup destructeur, ils auraient utilisé l'un de leurs missiles balistiques à moyenne portée Khorramshahr avec une ogive de 1500 kg. Ça aurait tout fait exploser et ça aurait créé une boule de feu. Ça aurait été quelque chose à voir,
une installation de GNL frappée par une énorme charge explosive. Donc, c'est un avertissement. Le canal de Suez est dans la ligne de mire. Parce que, si vous regardez l'Arabie Saoudite, il y a 3 points de passage obligés pour la contrôler. Il y a le canal de Suez au nord, le Bab el-Mandeb, la porte des larmes au sud et le détroit d'Ormuz. Donc là-bas au Yémen, où se trouvent les outils, ils sont déjà capables de bloquer le Bab el-Mandeb. Ensuite, bien sûr, il y a le canal de Suez. L'Iran a la maîtrise du tir sur ce canal. Il en a pratiquement le contrôle. Et la seule voie de sortie qui reste, c'est le canal de Suez, qui ne transporte pas beaucoup de pétrole, parce que les très grands pétroliers ne peuvent pas y passer. Il faudrait commencer à mettre le carburant sur des pétroliers de taille moyenne pour pouvoir passer par là. Mais ce qui est important pour le canal de Suez, c'est le transport maritime mondial en général. Tout ce qui part d'Europe vers l'Asie emprunte cette route. Évidemment, pas le pétrole, mais les produits finis, et ainsi de suite. Les transporteurs de voitures font des allers-retours par là. Et puis pour l'Arabie Saoudite et les États du Golfe, c'est par là que des cargaisons de nourriture peuvent arriver par bateau. Il n'y a donc pas grand-chose qui puisse être acheminé par camion depuis Israël. Ces pays ne produisent pas une si grande partie de leur propre nourriture. On sait déjà qu'ils dépendent fortement des usines de dessalement pour leur eau douce. C'est bien compris. Mais leur nourriture aussi arrive par bateau. Donc la plupart de ces pays, de la même manière que nous avons une réserve stratégique de pétrole, ont des réserves stratégiques d'eau et de nourriture. Mais ce ne sont pas des réserves conçues pour durer indéfiniment, vous savez. Peut-être quelques mois. Donc si le canal de Suez, le détroit de Bab el-Mandeb et le détroit d'Ormuz sont tous bloqués, ces pays n'auront pas seulement plus de marché pour leur, vous savez, plus de revenus provenant de la vente de leur pétrole, de leur gaz naturel et de tout le reste. Ils ne pourront pas non plus importer de nourriture. Alors laissez-moi vous poser une question. C'est une crise immédiate. Oui, évidemment. Et donc l'enjeu ici, c'est que nous sommes à Damiette. C'est là que la frappe a eu lieu initialement. Et vous avez souligné que si cela venait d'Iran, il aurait fallu que ça passe au-dessus de l'Irak, peut-être de la Syrie, du Liban, éventuellement de la Jordanie, d'Israël et ainsi de suite. Qu'est-ce que cela vous indique? Et y avait-il d'autres lieux possibles d'où cela aurait pu venir? Oui, et c'est pour ça que j'ai affiché cette carte il l'appelle un Shahed, ou dans sa version russe, un drone Djeran. C'est ce drone à aile volante. Quand on les voit lancer 5 à la fois, en salve depuis l'arrière d'un camion, ils ont une assistance par fusée qui se détache ensuite. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire avec ces drones, les lancer depuis un véhicule en mouvement. Ça peut être un pick-up ou un hors-bord. Il suffit donc d'amener cet engin à 130 km/h environ. Il y a alors assez de portance sur l'aile, son moteur se met en marche et il décolle. Donc ça a un énorme potentiel pour des opérations sous fausse bannière ponctuelle. Si quelqu'un veut élargir cette guerre, sachant que l'Iran sera accusé de ça, si quelqu'un veut élargir cette guerre, c'est quelque chose qui, vous savez, les gens passent souvent beaucoup de temps dans le désert, qu'on compare souvent à la mer. Vous pouvez rouler toute la journée sans voir la moindre chose. Des puits sont indiqués dans le désert et il n'y a rien autour. Vous pouvez faire atterrir un avion dans le désert. Je veux dire, notre plan initial, en 1980, pour le sauvetage des otages, consistait à faire atterrir plusieurs C-130 et des hélicoptères CH-53 à Desert One. Plusieurs, d'accord? Tout un escadron d'avions américains devait se poser dans le désert. Et comme on l'a vu, ce fut un fiasco. Des avions se sont percutés. Des témoins civils dans leurs voitures ont vu ça. Mais si vous parlez d'un seul avion plus petit,
Il existe des versions plus petites du C-130, vous savez, des turbopropulseurs bimoteurs. Vous pouvez atterrir dans le désert, déployer un petit dispositif d'armes, lancer un missile. L'avion repart, personne n'a rien vu. Le drone vole près du sol, sous les radars. Il peut effectuer plusieurs virages. Il peut donc être lancé depuis l'ouest, passer au-dessus de la Méditerranée, puis arriver depuis la direction de l'Iran. Je veux dire, c'est vraiment très facile à faire. On a appris tout cela avec la guerre en Ukraine, où ces drones peuvent être lancés de manière à frapper tous leurs cibles au même moment, mais en venant de directions différentes. Ils peuvent voler bien au-delà de leur cible, puis revenir d'une autre direction pour éviter les défenses aériennes, par exemple. Donc si quelqu'un veut élargir cette guerre, y faire entrer l'Égypte serait une très grande étape. Et c'est une cible américaine. Ce n'est pas une cible civile, dans le sens où elle ne se trouve pas dans une ville. Évidemment, des travailleurs peuvent être tués, mais c'est une cible détenue par des Américains. Et si quelqu'un voulait élargir cette guerre, ce serait la manière de s'y prendre. Cela montre aussi que si un seul drone peut frapper cette installation gazière flottante, alors l'un de leurs missiles balistiques à moyenne portée peut certainement atteindre un navire dans le canal de Suez. La difficulté pour toucher un navire, c'est qu'il est en mouvement. Mais s'il avance en ligne droite à seulement 11 ou 13 km à l'heure, ce n'est pas un problème mathématique très compliqué. Et nous avons vu leur capacité à placer l'une de ces têtes explosives directement dans un hangar ou dans un bâtiment de quartier général. Ils ont manifestement une grande précision maintenant qu'ils utilisent le GPS chinois et d'autres systèmes plus performants. Donc si vous regardez ces images, par exemple celles des casernes et ainsi de suite, cela pourrait correspondre à la taille d'un navire. L'image de la caserne en bas. Oui. Si une ogive de 1500 livres s'abat au milieu d'un navire à Mach 8, ce n'est pas seulement la puissance explosive, comme si elle avait explosé sur le pont. Il faut y ajouter l'énergie cinétique de l'impact, à des milliers de kilomètres à l'heure. Cela veut dire qu'elle va exploser profondément à l'intérieur du navire, et probablement le couper en deux. Et ensuite, le canal de Suez est bloqué. On nous prévient simplement de ne même pas considérer le canal de Suez comme acquis. Donc, l'un des facteurs dans cette guerre, j'ai regardé votre dernière émission, c'est que nos stratèges pataugent. Ils ne savent pas quoi faire. Ils pensaient que ce serait terminé en quelques jours, puis en quelques semaines. Maintenant, on approche des 6 mois. On ne peut pas continuer comme ça indéfiniment, parce que l'économie mondiale ne peut pas tenir indéfiniment. Ce n'est ni le Vietnam, ni l'Irak, n'est-ce pas? Oui. Et je pense qu'il est absolument essentiel d'en discuter. Je vais aussi revenir sur d'autres choses que vous avez publiées à ce sujet. Mais pour faire le point, pour certains auditeurs, c'est l'une des choses qui me frustrait tout à l'heure, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. En fait, c'est la question qui se pose en ce moment. Le président Trump serait apparemment très exaspéré par ses responsables, parce qu'ils essayent de déterminer quoi faire. Mais le problème, c'est que le président Trump lui-même ne sait pas encore quelle stratégie il veut mettre en œuvre. Et c'est l'un des problèmes les plus importants ici, si l'on parle d'agitation dans tous les sens. Je crois que ça fait environ 150 jours que cette guerre a commencé. Nous avons traversé plusieurs phases. Ces 40 jours et 40 nuits de bombardement, les 2 mois de blocus, l'arrêt, la période minimale liée au protocole d'accord, puis ces 13 jours de guerre. Et maintenant, nous ne savons même plus vraiment dans quoi nous sommes. Mais après tout cela, le président Trump est toujours à la recherche d'une stratégie. Alors, à ce stade, dans ce contexte, quelles sont vos inquiétudes face à cette agitation dans tous les sens?
Eh bien, je pense que la plus grande occasion manquée, c'était le protocole d'accord. Il aurait pu être utilisé pour... Ça aurait été perçu comme une défaite, mais les médias américains auraient pu le présenter comme une décision stratégique et judicieuse, sans l'admettre ouvertement, mais en comprenant que l'Iran va contrôler le détroit d'Ormuz. Ce qui fait de toute la guerre depuis le 28 février une erreur, parce que le détroit était ouvert avant le 28 février. Grand ouvert, sans péage, n'importe qui pouvait entrer et sortir. Maintenant, l'Iran dit qu'il va en garder le contrôle. Et même dans ses discussions avec Oman, il dit « Vous pouvez faire payer des frais aux navires qui sortent, mais nous allons contrôler à 100% ce qui entre. » Ce qui veut dire aucun navire chargé de matériel de guerre pour les bases américaines. C'est bien ce que ça veut dire, pas de navire de guerre. Nous n'avons pas de stratégie. Quand on voit à la télévision des gens que Trump écoute, comme Kellogg et Keane, continuer à parler de s'emparer d'une partie du territoire, l'île de Karg ou l'île de Keshm, qui sont toutes les deux plus grandes qu'Okinawa et Iwo Jima, ou le port de Chabahar là-bas, à l'extrémité de la côte près du Pakistan, ça ne servirait à rien. Ce serait comme si la Chine envahissait San Diego par une attaque surprise et occupait, disons, 10 pâtés de maison. Et ensuite, le chien a attrapé la voiture. La voiture s'arrête et les 5 gars sortent avec des gourdins. Qu'est-ce que fait le chien maintenant? Donc même si vous attaquez Chabahar, oh, formidable, on a un périmètre. On vient juste de se mettre dans le périmètre de Pusan. C'était cette phase de la guerre de Corée où nous avions été repoussés dans un coin de la Corée et où il semblait que nous allions être anéantis. Imaginez qu'on se porte volontaire pour envoyer des troupes dans le périmètre de Pusan. Et après, le chien a attrapé la voiture. Qu'est-ce qu'il va faire? Mâcher le pneu? Et puis, envoyer des troupes n'importe où en Iran, c'est se porter volontaire pour Dien Bien Phu. Le parallèle est très fort. C'était vers 1955 quand les Français dirigeaient l'Indochine, le Vietnam. Ils ont eu cette brillante idée. Il devait y avoir un général Keane et un Kellogg aux commandes, la version française. Nous allons parachuter nos troupes les plus aguerries, la Légion étrangère française, les parachutistes français. Nous avons de l'artillerie aérotransportable. Nous allons construire des pistes d'atterrissage. Nous pourrons les soutenir avec ces tout nouveaux C-130 américains. Ce sera fantastique. Nous allons pouvoir dominer toute cette région avec notre artillerie. Nous pourrons la ravitailler par les airs, parce que nous allons tout simplement surclasser le Viet Minh, comme on appelait alors les forces communistes. Nous les surclasserons parce qu'ils n'ont pas d'artillerie comme la nôtre. Ils n'ont pas d'avions de reconnaissance qui survolent la zone. Ils n'ont pas nos moyens de communication. Ce fut un désastre total. Ils ont fini par devoir se rendre. C'était humiliant. Même dans les années 50, on peut voir des images en noir et blanc de ces courageux parachutistes qui sortent les mains en l'air, remettent leurs fusils, puis sont conduits dans des camps de prisonniers. Après ça, la France a dit « Nous quittons l'Indochine ». C'était un tel désastre. Tout ce que nous ferions de ce genre en Iran finirait comme un Dien Bien Phu ou comme l'opération Eagle Claw en 1980, le fiasco de Desert One. Enfin, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Les non-militaires ne le savent pas. Quand un pilote est abattu, ou, dans le scénario vietnamien, quand un prisonnier de guerre s'évade et entre en contact avec un avion, il y a un excellent film sur ce pilote allemand qui s'est évadé d'un camp de prisonniers de guerre, en quelque sorte tenu par le Viet Cong. Dès que ça arrive, un code est diffusé à la radio. Tous les avions américains sur l'ensemble du théâtre changent de mission pour soutenir les troupes au sol sous le feu, ou le pilote qui a été abattu. Toutes les autres missions sont annulées pour soutenir les troupes au sol.
Si on fait quelque chose comme ce raid des forces spéciales sur Pickaxe Mountain, ce serait la chose la plus stupide dont j'ai jamais entendu parler de toute ma vie. Si on essayait ça, il nous faudrait tous les avions qu'on peut réunir, et même davantage, pour maintenir un cordon aérien autour de cette opération. Ils parlent de faire venir des engins de chantier, c'est ça? Ensuite, ils vont entrer dans une montagne dont ils n'ont jamais vu l'intérieur et simplement supposer qu'ils pourront faire sauter d'énormes portes blindées pour atteindre un endroit où ils ne savent même pas où se trouve tout ça. Donc je pense que toute cette histoire, c'est du pipeau. Mais s'ils envisagent vraiment ça, c'est comme se porter volontaire pour un fiasco à Desert One. C'est se porter volontaire pour un Dien Bien Phu. Je veux dire, les hommes à Alamo n'ont pas été parachutés là juste avant l'arrivée de Santa Ana. Ils ne savaient même pas que Santa Ana arrivait quand ils étaient à Alamo. Mais mettre nos troupes dans cette situation, ça mettrait fin à la présidence de Trump. Ce serait pire que ce qui est arrivé à Jimmy Carter. Jimmy Carter n'a pas envoyé les Américains à l'ambassade. Ils y étaient déjà, c'était simplement des agents américains du département d'État, et j'en suis sûr, quelques agents de la CIA, qui se trouvaient à Téhéran quand la révolution a eu lieu. Ils sont devenus des otages, mais Jimmy Carter ne les a pas envoyés en parachute. Si Trump envoie la 82e division aéroportée sauter en parachute sur l'île de Karg, et qu'ils essuient ensuite des tirs de tout type de drones, voire d'artillerie à tubes, de missiles balistiques à courte portée, ce sera absolument la fin de Trump. Et je pense que, pour chaque général qui aurait donné son feu vert, ce serait la fin de sa carrière. Et je pense que c'est ce qui a retenu bon nombre de ses mauvaises décisions. Dans le contexte de la marine, n'importe quel officier de marine à qui l'on dirait « Nous allons entrer à Karg et faire passer le Boxer ou le Tripoli en plein milieu du détroit d'Ormuz. » Mais ne vous inquiétez pas, on aura une couverture aérienne et ils ne pourront pas vous tirer dessus. Le capitaine de ce navire dira « Je veux ces ordres par écrit, et tant qu'on y est, faisons une visioconférence pour en discuter, afin que, si cette histoire tourne mal, et ce sera probablement le cas, il soit inscrit au dossier que j'ai dit que c'était une mauvaise idée. Vous pouvez démissionner, mais vous pouvez aussi dire « Je veux les ordres par écrit et faisons une visioconférence. » Et ça remonte jusqu'au président. Les gens ne vont pas donner leur aval à ces projets complètement fous, n'est-ce pas? Ils ne vont pas se porter volontaires pour partir avec Custer à Little Bighorn, parce que c'est ce qui se passerait. En effet, oui, c'est un problème pour certains d'entre eux. Mais je m'inquiète aussi des opérations en cours et de ce que nous faisons. J'ai relevé plusieurs éléments ici, et vous aussi, et j'aimerais parler des deux. L'un d'eux, vous dites que c'est l'une des batailles qui se profile et qui pourrait déterminer l'issue de la guerre. Vous parlez de certains problèmes liés aux pétroliers immobilisés. Pouvez-vous nous dire ce qui vous inquiète à ce sujet? Eh bien, on nous a progressivement repoussés hors du golfe Persique, jusqu'à ce que tous nos avions ravitailleurs soient en Jordanie et en Israël. Ensuite, ils ont frappé nos bases en Jordanie, juste pour nous faire savoir qu'elles aussi étaient à leur portée. Donc, nous ne menons pas une guerre comme à Midway, où ce seraient nos porte-avions contre leurs porte-avions, nos avions contre leurs avions. Ce sera une bataille où, si nous nous préparons à déployer la grande armada aérienne, à mener la grande guerre aérienne, tous nos ravitailleurs sont désormais regroupés sur des bases à leur portée, à la portée de ces missiles balistiques de moyenne portée, qui peuvent frapper n'importe où en en Israël, avec une précision d'environ 10 mètres. Et en mars dernier, ce Khorramshahr, il porte aussi le nom de Khaybar. Il en existe différentes versions, mais celle-là, c'est en quelque sorte la version standard.
On voit bien que le lanceur sur lequel il se trouve est déguisé. Il y a comme un cadre autour. On distingue la bâche grise, entièrement tirée vers l'avant, et une sorte de couverture à persienne sur le dessus, elle aussi repoussée vers l'avant. Donc ce véhicule peut rouler sur les routes en Iran et ressembler exactement à un tracteur remorque de 16 mètres. Ils peuvent mettre en place et lancer cet engin très rapidement. Il fonctionne à carburant liquide, mais il est conçu pour être rempli et lancé vite. Si l'on revient à Tempête du désert, dans les derniers jours de l'opération, c'était en 1991, nous avancions au Koweït, mais ils tiraient encore des missiles Scud. Nous n'avons jamais neutralisé leurs missiles Scud. Et c'était de gros vieux missiles au milieu du désert, dans une plaine à découvert. On avait des satellites au-dessus, des avions de reconnaissance qui surveillaient. On avait la Delta Force et le SAS sur le terrain, avec des jumelles à chercher ces trucs-là. On n'en a jamais vraiment trouvé, et ils continuaient à tirer. L'Iran est, vous savez, environ 5 fois plus grand que l'Irak, et c'est montagneux. Donc ces engins peuvent sortir du flanc d'une montagne, arriver sur une route dans un canyon et lancer leurs missiles. C'est beaucoup plus difficile de les arrêter que pendant Tempête du désert. Et leur précision est phénoménalement meilleure. Vous savez, pendant Tempête du désert, un Scud a failli détruire le port de Jubail. Il a failli toucher un quai chargé d'obus d'artillerie. À l'époque, il n'avait pas cette précision. Il est tombé à 100 yards de là, dans l'eau. Si ça avait touché, tout notre souvenir de cet événement serait différent, parce que ça aurait été, vous savez, nous aurions perdu des centaines, voire des milliers de soldats dans cette explosion. Si ça avait touché ce dépôt d'armes, ce dépôt de munitions sur une jetée, aujourd'hui, ils peuvent toucher ce genre de cible. Aujourd'hui, tout ça est à leur portée, alors que nous continuons à combattre comme si on était en 1992. On peut simplement garer ces avions ravitailleurs, aile contre aile, parce que, vous savez, ce ne sont pas des véhicules tout-terrain. On ne peut pas les envoyer dans le sable. Ils doivent être stationnés sur du ciment ou de l'asphalte, surtout du ciment, parce qu'il fait tellement chaud là-bas. Du coup, ils sont maintenant tous entassés les uns contre les autres. Si nous lançons une grande guerre aérienne, nos masques l'Iran sera de frapper les pistes où sont stationnés ces avions ravitailleurs. Et ils ne le feront pas. Ils ont tiré quelques petits coups de semonce, mais leur grande attaque aura lieu une fois que notre offensive aérienne sera lancée. Donc quand nous serons pleinement engagés, là ils ont des Chinois et des Russes avec eux qui examinent des informations satellitaires en temps réel. Ils savent donc quelques minutes après qu'un avion a atterri ce que c'est et ce qu'il décharge. Alors, quand ils voient qu'un tiers de nos avions ravitailleurs a décollé et que leurs agents sur le terrain leur signalent la même chose, parce qu'aujourd'hui, toute personne avec un smartphone est un agent. N'importe quel bagagiste dans le pays ou chauffeur de taxi prend une photo. Elle est transmise à l'Iran à la minute même. Donc des images comme ça sont partout sur Internet. Au fait, voici quelques-uns de nos ravitailleurs récemment à l'aéroport Ben Gurion. Oui, et donc ce Khorramshahr a une ogive de 1500 kilos qu'on utiliserait contre une cible résistante, comme un bâtiment de quartier général, ou un navire si ce navire était à quai, par exemple, ou contre une raffinerie. Mais ils ont aussi, et on l'a vu à Tel Aviv en mars dernier, ce que certains appelaient une munition à sous-munitions. Ce ne sont pas vraiment des bombes à sous-munitions, ce sont des sous-munitions. Ted Postol en a parlé. Je le trouve très fascinant. Au lieu qu'une seule ogive unitaire descende, qu'un patriote ou un Tahad peut suivre, à une certaine altitude, elle libère entre 30 et 80 sous-munitions selon la configuration. Donc avec 80 sous-munitions, ou quelque chose comme 80 petites bombes de 30 kilos, elles se dispersent selon l'altitude à laquelle elles sont larguées.
Cela peut former un schéma plus large ou plus resserré. Quand j'ai vu ça utilisé à Tel Aviv, les gens disaient bon, c'est un peu comme une arme terroriste. C'est une nuisance, ça ne cause pas vraiment de dégâts militaires. Si ça tombait sur votre maison ou votre voiture, ce serait un problème. Mais si vous êtes à 2 pâtés de maison, ça vous dérangerait pas. Je me suis dit, oui, c'est juste pour leur faire savoir qu'on l'a. Parce que selon moi, ça semble conçu pour ça. Ça semble conçu pour neutraliser un aérodrome rempli d'avions. Parce que les avions, vous savez, avec leur revêtement en aluminium, leur structure légère, on peut en mettre un hors service avec une hache. Et je me souviens d'une fois, dans un bus à l'aéroport de Francfort, un chauffeur a accidentellement touché le bout d'aile d'un C-130. Vous voyez un de ces bus scolaires Bluebird pour les militaires, repeint, qui circulait pour venir se garer près d'un C-130. Il a touché le bout d'aile. À peine une bosse. On aurait cru qu'ils allaient devenir fous. L'avion a été immobilisé immédiatement. Il devait être examiné pour détecter d'éventuels dommages structurels internes, pratiquement démonté avant de pouvoir revoler. Donc une bombe de 30 kilos qui tombe à une centaine de yards d'un avion, disons entre ces avions-là, elle va projeter des éclats de béton, comme des fragments, et perforer ces appareils. Et ça, en supposant qu'elle ne touche même pas l'avion. D'accord? Oui. Et vous ne savez pas ce qu'il y a dans ce trou dans l'avion. Est-ce un faisceau de câbles électriques? Une conduite hydraulique? Un câble de commande? L'air voie carburant. Le réservoir de carburant, oui. Donc s'ils lancent une contre-attaque alors que, disons, un tiers de nos avions sont en l'air et qu'ils savent que ce n'est pas une feinte, que c'est la véritable attaque, les avions qui sont en vol, les F-35, les F-16 et même les vieux F-15, ne peuvent pas revenir sur cette piste si elle est défoncée. On peut creuser des cratères sur une piste. Ça, c'est un travail de bulldozer. Mais même si vous abîmez simplement la piste, en faisant dans le béton des trous d'1 mètre de large, vous ne pouvez plus l'utiliser. Nos avions sont délicats. Ils ne sont pas comme les avions russes. Nous devons faire chaque jour des inspections FOD sur une piste. Les équipes se mettent côte à côte et parcourent toute la longueur de la piste pour chercher un objet que quelqu'un aurait laissé tomber ou quelque chose qui se serait détaché d'un avion. Vous vous souvenez du Concorde qui a pris feu? Il a simplement heurté un petit morceau de métal tombé d'un avion américain quelques heures plus tôt. Il a heurté un petit morceau de métal. La roue l'a projeté dans le réservoir de carburant et a mis le Concorde en feu. Donc, contrairement à ce film, le film le plus absurde que j'ai vu de toute ma vie, Top Gun Maverick, où, pour s'échapper de je ne sais où, de Corée du Nord, il trouve comme par hasard un F-14 prêt à voler, puis décolle à travers une aire de trafic en béton pleine de dégâts. Ça ne marche pas comme ça. Donc, si un tiers de nos avions sont en l'air et que nos bases aériennes sont frappées par ces missiles à sous-munitions, les appareils en vol devront se dérouter pour atterrir ailleurs. Ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas se réarmer, refaire le plein et repartir pour la sortie suivante. Ils devront atterrir en Turquie, en Égypte ou quelque part ailleurs, trouver un Chypre. Donc ils sont hors combat parce que tout se joue sur le timing. Ces dispositifs, c'est comme une chorégraphie. Et les avions au sol, si un tiers est endommagé, ils doivent tous les inspecter. Ça annulera complètement la mission. Donc je pense que l'Iran, avec sa stratégie, nous a quasiment mis en échec et mat. On peut continuer à leur porter de petits coups, coup pour coup, et eux peuvent continuer à tirer 1 ou 2 missiles. Pendant ce temps, l'économie mondiale tombe dans le précipice et le monde entier accuse l'Amérique d'avoir déclenché tout ça. Donc comme ça, on perd. Si ça s'éternise, on perd. On perd le dollar américain comme monnaie de réserve mondiale parce que plus personne ne voudra nous soutenir. On provoque une grande dépression mondiale, y compris dans notre propre pays.
Mais vous savez, avant même d'en arriver là, tout ça relèverait peut-être plutôt du moyen terme, pas du long terme, mais du moyen terme. Moi, je regarde simplement les éléments à court terme. Ça vient du CSIS, qui vient de publier ça. Ils disent, regardez nos intercepteurs patriotes. Leur niveau au départ, leur niveau au moment du cessez-le-feu, puis leur niveau aujourd'hui. Regardez aussi où en étaient les systèmes THAAD au départ et où ils en sont aujourd'hui. Regardez cette baisse, rien que pour les patriotes, entre le 27 février et le 27 juillet, donc il y a 3 jours. C'est une baisse importante. Nous ne pouvons pas nous engager de nouveau dans une de ces longues guerres, alors même que nous ne disposons de ces moyens qu'en quantité limitée. Et comme Ted Postol l'a récemment souligné, ils ne sont de toute façon pas très efficaces. Mais si nous commençons à en manquer, si nous nous heurtons au problème dont vous veniez de parler, avec la perturbation potentielle de nos moyens aériens, qui ne sont pas non plus très efficaces sur le plan offensif pour neutraliser l'Iran, sinon ça aurait déjà été fait. Qu'est-ce que ça nous dit sur la nature de notre... Regardons d'abord uniquement l'aspect militaire de ce que nous pouvons faire, offensivement ou défensivement. Oui, c'est juste une parenthèse liée à ça. Maintenant, on se lamente et on grince des dents parce que l'Iran pourrait se procurer 400 manpads auprès de la Chine, comme si nous avions le droit de survoler l'Iran. Comment osez-vous tirer sur nos avions d'attaque après qu'on vous a attaqué par surprise le 28 février et qu'on a déclenché cette guerre? Comment osez-vous riposter? Vous ne savez pas qu'on est censé survoler votre pays et larguer des bombes sans qu'on nous tire dessus en retour? Franchement, ça me sidère. Mais l'une des conséquences négatives de cette guerre, c'est qu'elle révèle que beaucoup de nos systèmes d'armes relevaient davantage du battage médiatique que de la réalité. Si nous mentions au sujet du Patriot depuis l'époque de Desert Storm, si nous affirmions qu'ils étaient efficaces à 90%, alors que nous savions en réalité qu'ils ne l'étaient qu'à 10%, et qu'ensuite nous les vendons à nos alliés, au Japon, à la Corée. Nous vendons aux États du Golfe. Ce sont des contrats de vente à plusieurs milliards de dollars. Beaucoup de gens ont gagné beaucoup d'argent. S'ils savaient que ça ne marche pas vraiment, cette arnaque ne fonctionne que tant qu'elle n'est pas dévoilée. Une fois qu'elle est dévoilée. Parce que, vous savez, l'audience de Fox News peut croire qu'on abat tout. Mais au Koweït, et vous savez, dans les Émirats, ils savent probablement mieux que ça, que les patriotes ne fonctionnent pas. Ils ne peuvent peut-être pas le dire parce qu'il y a de la censure. Mais les gens qui vivent là-bas, qui peuvent les voir tomber, je pense qu'ils savent bien qu'ils ne sont pas interceptés. Alors, qui va encore acheter à l'avenir des contrats d'acquisition de Patriots à plusieurs milliards de dollars alors que tout le monde sait qu'ils ne fonctionnent pas? Vous savez, les missiles peuvent toujours les vaincre. Si vous fabriquez un Patriot qui est à peine efficace, il fabrique un missile hypersonique capable de faire des écarts à l'approche et de le déjouer ou de disperser des sous-munitions à haute altitude. Alors, qu'est-ce que le Patriot intercepte? Le propulseur vide. Donc vous savez, nous sommes dans un nouveau paradigme où nos armes offensives, qui étaient fantastiques à l'époque de la guerre froide, ont maintenu la guerre froide à distance. Nous n'avons jamais eu à les tester contre l'Union soviétique. Dieu merci. Je veux dire Dieu merci. Chaque fois que je rencontre des Russes, je leur dis, je suis tellement content qu'on n'ait jamais eu de guerre majeure. La Corée, le Vietnam, ça a suffi. Je suis tellement content qu'on ne l'ait pas fait en Allemagne ou en Corée. Mais aujourd'hui, le monde sait que beaucoup de nos systèmes ne fonctionnent pas. Qui va encore acheter ces choses-là? Je veux dire, le contrat des F-35 avec la Turquie est en suspens à cause des S-400 qu'ils ont achetés à la Russie.
Et donc, le monde en a une vision très concrète. C'est un peu comme la guerre civile espagnole. Pendant la guerre civile espagnole, de nouvelles tactiques, techniques et procédures aériennes ont été développées qui venaient d'Afrique. La Légion espagnole, les troupes de Franco, a été ramenée en Espagne par des avions de transport allemands. Ce fut le premier grand pont aérien. Il fallait terminer des milliers d'ordres en urgence. Les gens ne réalisent pas que c'était des avions de transport allemands. Le bombardier en piqué Stuka. Une grande partie de tout ça a été utilisée en action pendant la guerre civile espagnole. Donc beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui sont comme des tests de concept. Le vrai test décisif. L'épreuve du feu. Et si le monde voit nos bases aériennes en Jordanie et en Israël décimées par des missiles iraniens, c'en est fini de la capacité des États-Unis à projeter leur puissance. Vous savez, la Corée, le Japon, Taïwan, ils n'auront plus qu'à conclure un accord avec la Chine, parce que le monde entier saura après ça que l'Amérique ne peut pas sauver l'Asie. Nous ne pouvons même pas vaincre l'Iran. Enfin, pas sans recourir au nucléaire, faire exploser le monde entier et l'irradier. Si nous ne pouvons même pas remettre des navires de guerre dans le golfe Persique, nos navires de guerre en sont absents pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Si nous ne pouvons même pas les défier dans le golfe Persique, et si nos aérodromes en Jordanie et en Israël sont frappés, alors le monde va se ranger du côté de l'Iran dans cette affaire. Parce que dans cette grande bataille aérienne, ils ne frapperont pas Tel Aviv. Peut-être l'aéroport Ben Gurion, mais personne ne considérera comme honteux ou déshonorant de frapper un aérodrome rempli de bombardiers qui viennent attaquer votre pays, ainsi que les avions ravitailleurs qui alimentent ces bombardiers en carburant. C'est une cible purement militaire. Donc, si toute notre stratégie repose désormais sur des avions ravitailleurs et des avions d'attaque en Jordanie et en Israël, alignés aile contre aile, et que dès que nous en faisons décoller trop, ils lancent alors une frappe de missiles de force principale, cela exposera notre faiblesse au monde entier. Donc à bien des égards, nous sommes acculés dans un coin où nous nous sommes nous-mêmes mis. Et je veux en venir à ça. Ce genre de choses, à plus long terme, va poser un vrai problème. Un problème déjà inscrit dans la situation. Il va falloir le gérer, et ça ne va pas bien se terminer pour nous. Mais ce qui m'inquiète davantage, c'est ce qui pourrait arriver à court terme, et dont vous avez aussi un peu parlé. Ce que vous appelez la guerre mondiale de l'énergie. Il n'y a pas seulement ce qui se passe ici, au Moyen-Orient. Il y a aussi les frappes contre les infrastructures énergétiques dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et ainsi de suite. Pouvez-vous expliquer un peu ce que montre cette diapositive? Quelle est votre véritable inquiétude? Eh bien, depuis que les Russes ont lancé l'opération militaire spéciale, parce qu'ils en avaient finalement assez de l'avancée de l'OTAN vers l'Est et des provocations en Ukraine, vous savez, c'est tout un autre débat. Depuis le début de cette guerre, nous l'avons considéré de manière isolée. Même si je dois dire que le gazoduc Nord Stream, dont je suis convaincu à 1000% que les États-Unis l'ont détruit, et là encore, c'est le sujet d'une autre émission, c'était pour couper l'Europe du gaz russe bon marché. Maintenant, l'Europe doit acheter du gaz venant du Texas et de Louisiane, acheminé par des méthaniers, et qui coûte 4 fois plus cher que de simplement le mettre dans un gazoduc et l'envoyer à pression normale. Donc nous avons fait ça à nos propres alliés. Nous les avons privés de gaz naturel bon marché, paralysant leur industrie et plaçant celle-ci dans une situation de désavantage considérable face au reste du monde, nos merveilleux alliés de l'OTAN. Donc ça a été un coup porté dans cette guerre de l'énergie. Il y a 2 ans, ou était-ce l'an dernier, il y avait un navire en Méditerranée appelé l'Ursa Major, un navire russe, qui a probablement été torpillé. Toutes les torpilles n'ont pas besoin d'être, disons,
des tirs à pleine puissance pour détruire une cible. Si vous menez une opération clandestine, vous pouvez tirer une torpille réglée pour faire juste assez de dégâts afin de couler un navire. Ou alors, il a été saboté à Mourmansk, ou quelque part par là. Donc, un navire qui partait de Mourmansk, pense-t-il, vers la Corée du Nord, avec des cuves de réacteurs vides destinés aux sous-marins nucléaires nord-coréens, c'est plutôt stratégique. Donc quelqu'un, les Britanniques ou les Américains, a coulé ce navire russe en Méditerranée. On étend la portée de cette guerre maritime. Maintenant, toute la mer Noire est en flammes, de la mer d'Azov à Odessa, une guerre sans restriction contre les navires. Ça va pas rester cantonné à la mer Noire, ça va s'étendre. Et puis la semaine dernière, nous avons eu la mer Caspienne. La mer Caspienne est déjà au cœur de ces deux guerres, Mogaragnoto, parce que les Ukrainiens ont envoyé des drones contre une base navale russe dans le coin nord-ouest de la Caspienne. Et Israël et les États-Unis ont frappé des ports iraniens au nord de la Caspienne, du côté iranien. Mais samedi dernier, je crois que c'était samedi, un navire iranien a été touché par des drones ukrainiens. Et cela n'a aucun sens stratégique, à moins que quelqu'un essaye de lier ces deux guerres. Parce que si les deux guerres fusionnent, alors si l'Iran commence à frapper directement l'Ukraine, et que l'Ukraine commence à frapper directement, la prochaine chose qu'on saura, c'est que l'OTAN nous aidera à combattre l'Iran. On ne peut plus séparer ces guerres. Et puis si la guerre en Ukraine fusionne avec la guerre contre l'Iran, nous combattrons plus directement la Russie. Nous fournissons déjà les armes que les Ukrainiens lancent contre la Russie, jusque dans la région de Mourmansk. Il y a eu ces drones à longue portée, comme des avions. Tant qu'ils sont lancés depuis l'Ukraine, l'OTAN peut dire « nous n'y sommes pour rien ». Bien sûr, nous les avons fabriqués dans nos usines. Le guidage vient de nos satellites. Nos avions de renseignement longent les frontières de la Russie pour sonder leur système électronique, leur radar et tout le reste, afin que nous puissions faire passer ces drones et attaquer des cibles à des centaines de kilomètres à l'intérieur de la Russie. Mais tant que ces engins partent d'Ukraine, nos mains sont propres. Eh bien, la Russie avertit que ça touche à sa fin. Ils ont même publié les adresses d'usines en Allemagne et au Royaume-Uni en disant « Nous savons où ces armes sont fabriquées ». Donc cette guerre, maintenant qu'elle est liée à la Caspienne, je ne vois pas comment on peut éviter de l'appeler une guerre mondiale à ce stade. Je veux dire, elle coupe en deux la masse terrestre eurasiatique. Il y a eu des attaques depuis Mourmansk jusqu'au Yémen. Au-delà du Yémen, il n'y a plus rien. D'un côté, c'est l'Asie, et de l'autre, l'Europe. C'est l'île-monde, la grande masse terrestre centrale, l'Eurasie, coupée en deux par une guerre. Si ce n'est pas une guerre mondiale, alors qu'est-ce que c'est, bordel? Et vous savez, cette frappe contre l'usine de GNL en Égypte, je viens d'ajouter une autre explosion là-bas, au port de GNL de Damiette. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir remettre dans sa bouteille, c'est un génie qui est sorti de sa bouteille. Et donc, la grande question, enfin, il y en a deux. D'abord, où pensez-vous que tout cela mène? Je veux dire, est-ce que tous ces éléments sont liés, ou est-ce qu'ils se produisent simplement tous en même temps, et est-ce qu'on peut y mettre fin, en quelque sorte, ou les régler définitivement? Enfin, selon vous, où va-t-on? Eh bien, si vous écoutez Mike Adams, Michael Yann et quelques autres, et c'est mon cas, ils voient cela comme quelque chose de long terme. Au sommet des gens qui sont derrière tout ça, vous avez des militaires qui occupent un niveau de la pyramide et qui se disent simplement « Mon travail, c'est de suivre les ordres et de frapper l'Iran. C'est tout ce que je sais. » À mesure qu'on remonte cette pyramide, tout en haut, je pense qu'il y a des gens, peut-être certains des mêmes qui pensaient que propager le Covid, puis les injections, serait une bonne façon de réduire le troupeau, de dépeupler un peu la planète, de se débarrasser de certains mangeurs inutiles
et de nous ramener à une population plus gérable. Et une guerre mondiale y parviendrait certainement. Mais si l'économie mondiale tombe directement dans le vide, parce que déjà on voit qu'il est acquis que l'an prochain, les récoltes ne suffiront pas à nourrir 8 milliards de personnes. Je veux dire, Mike Adams a fait les calculs là-dessus. Les engrais perdus, la production de diesel perdue. Cette année encore, des agriculteurs ne sèment pas parce qu'ils ne peuvent pas faire de bénéfices. Ils regardent simplement le coût des engrais et se disent « Pourquoi est-ce que je planterais? Je vais perdre de l'argent. Je ne gagnerai rien, donc je ne vais tout simplement pas planter. » Eh bien, nous mangeons la récolte de l'année dernière. L'année prochaine, nous n'aurons pas toute la récolte de cette année, parce qu'elle ne sera pas entièrement là. Et aux États-Unis, cela pourrait vouloir dire qu'on devra se serrer la ceinture et payer plus cher. Mais dans d'autres pays, en Afrique et en Asie du Sud, cela pourrait provoquer une famine massive et cela entraînera des déplacements massifs de population. Quand les gens meurent de faim, ils ne restent pas simplement chez eux, tranquillement. Ils se laissent facilement entraîner dans des foules qui, chez eux, provoqueront des révolutions, vous savez. Et puis, dans certains cas, elles franchiront les frontières, comme on le voit en Espagne en ce moment. L'Afrique est en train d'entrer en Espagne parce que le Premier ministre socialiste espagnol est comme un Joe Biden pour la frontière. Entrez, l'Afrique, vous êtes les bienvenus. Que tout le monde entre. Eh bien, des déplacements de population comme ça vont prendre encore plus d'ampleur. Et même plus localement, regardons les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe. Qui dirige ces pays? Ils n'organisent pas d'élections, n'est-ce pas? Tant que l'économie tourne et que la population reçoit littéralement des allocations, les citoyens reçoivent littéralement un chèque juste pour respirer, dans des pays comme le Koweït. C'est leur part, un peu comme en Alaska. C'est comme votre part des profits pétroliers. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de profits pétroliers? La nourriture n'arrive plus, parce que les 3 points de passage sont bloqués. Et tout le monde reproche au prince ou à l'émir sa décision de soutenir l'Amérique dans cette affaire, n'est-ce pas? Vous pourriez voir des révolutions tout autour du Golfe. Et quand ces révolutions éclateront, vous aurez de la chance si vous vous retrouvez avec un Nasser ou un Kadhafi, parce que vous pourriez tomber sur des gens bien pires, des types comme Baghdadi. Donc vous savez, le génie va vraiment sortir de sa bouteille. Nous avons bouleversé l'ordre établi à un point tel que je m'attends à voir des changements politiques massifs qui ne joueront pas en notre faveur. Je ne pense pas que nous reviendrons sur ces bases. Je crois que j'ai envoyé une petite carte de toutes nos bases. Si vous regardez la guerre d'une certaine manière, simplement sur les cartes. Si vous regardez la Seconde Guerre mondiale et que vous voyez l'Empire japonais, la sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale, vous le voyez s'étendre. Il arrive presque jusqu'à l'Australie. Il s'étend jusqu'à la Nouvelle-Guinée, aux îles Mariannes. Ils attaquent Pearl Harbor. Nous avons une grande bataille à Midway. Mais ensuite, ça part dans l'autre sens. Et nous avançons d'île en île, en nous rapprochant du Japon. Eh bien, si vous regardez une carte du Golfe Persique et de nos bases, nous avons été chassés de ces bases. Vous savez, nous avons évacué. Bahreïn a été évacué presque immédiatement, le quartier général de notre 5e flotte. L'amiral est maintenant sur un navire, au lieu d'être dans un quartier général à Bahreïn. Il se peut qu'on ne revoie plus jamais de navires dans le Golfe Persique. Et toutes ces bases proches de l'Iran, elles sont indéfendables. Elles sont facilement à portée de leurs missiles balistiques de courte portée, qui vont jusqu'à 1000 km et que nous ne pouvons pas arrêter. S'il leur en coûte $100 000 pour fabriquer un missile d'une portée de 500 km et qu'il nous en coûte $2 millions pour fabriquer un Patriot qui marchera peut-être ou peut-être pas,
On ne peut pas se le permettre. On ne peut pas se permettre cette équation. Alors, dans un an, combien de ces bases seront encore américaines? Si ces bases sont vides d'Américains, parce qu'il y a eu des révolutions, et que la population, le nouvel émir dit « Je vais me faire lyncher si je reste », on me reproche que l'usine de dessalement ait été détruite. On me reproche qu'il n'y ait pas de revenus pétroliers cette année. Beaucoup de ces types vont s'envoler pour l'Europe et ne jamais revenir. Dans les années 50, il y avait un roi en Égypte. On le considérait comme un playboy. Il aimait le polo et les hors-bords. Il s'appelait le roi Farouk. Il a pris la fuite en Europe et un gars nommé le colonel Nasser est arrivé. Et dans les années 70, ou peut-être vers 1969, il y avait un roi Idriss en Libye. Nous avions des bases aériennes en Libye. J'ai un ami qui a fait toute sa carrière dans la marine, et c'est écrit dans son passeport, né à Derna, en Libye. Dans son passeport, né en Libye. C'était un enfant de militaire de l'armée de l'air. Vous savez, un gosse de militaire. Nous avions des bases aériennes en Libye. Puis le colonel Kadhafi est allé en Grande-Bretagne étudier les transmissions à Sandhurst. Et il est rentré chez lui, et sous notre nez et sous le nez de son roi, il a préparé un soulèvement, un coup d'État mené par ses colonels. Et c'est important. C'était presque toujours des colonels, pas des généraux. Les généraux sont déjà des hommes installés, et ils sont aux réceptions, ils sont à l'ambassade, ils côtoient la classe des milliardaires. Ils savent pas ce qui se passe. Ils ont un aide de camp. Comment ça s'appelle? Le type avec les galons dorés, là. Il tend une note au général. Un tel appelle. Le maître chien. C'est quoi, le terme? Mais le général, lui, se dit « Oh, moi je suis au niveau de la stratégie. » Le général Kellogg veut me parler de moi, de ce que je devrais dire ce soir sur Fox News. Ce sont les colonels qui vont souffrir si ça arrive. Ce sont eux qui vont aller au casse-pipe, en première ligne de l'attaque. Donc ce genre de coup d'État dans les pays du Golfe ressemblera au modèle égyptien et libyen. Ce seront des colonels. Et vous savez, je ne pense pas qu'ils vont aimer l'Amérique quand tout ça sera terminé. Oui, les pays sont détruits. Bien sûr. Enfin, remettons cette carte à l'écran. Et oui, c'est une question tout à fait légitime. Je ne sais même pas si beaucoup de gens parlaient déjà du coût de la reconstruction de ces bases, mais nous n'avons même pas encore fini de les faire exploser. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas non plus si certaines d'entre elles allaient être réoccupées. Il y a un autre paradigme voué à l'échec. Il est lié au fait qu'à l'ouest du golfe Persique, c'est surtout un désert plat. Et l'Iran, vous savez, c'est grand comme 6 fois le Colorado, avec des montagnes plus hautes à titre de comparaison. Mais en Iran, tout ça est souterrain, parce que c'est facile. Il suffit d'avoir une route dans un canyon, de forer directement dans la montagne, latéralement, horizontalement, et vous vous retrouvez sous 300 mètres de montagne. Dans le désert, toutes nos bases sont en gros débarquées de navires et d'avions, du préfabriqué, de la tôle, du métal léger, peut-être des barrières HESCO contre les explosions. Mais elles sont toutes, en gros, posées sur un parking. Vous savez ce qu'ils appellent un bunker, c'est en réalité quelque chose comme un trou entouré de sacs de sable ou de barrières HESCO. J'en ai été dans un. Je peux confirmer que c'est exact. C'est comme un bloc de béton et il faut y entrer. Ce n'est pas à 60 mètres de profondeur. Non. Et l'autre élément important, c'est qu'il y a d'emblée une disparité dans la capacité à encaisser les coups, parce que notre personnel est exposé. Pour l'instant, ils disent qu'il y a 14 morts au combat. Et je crois qu'ils ont dit, oh, on va en retirer 4, parce que c'était pendant un cessez-le-feu, ce qui est absolument honteux, déshonorant. Mais d'autres rapports font état de centaines de blessés. On parle de plus de 600. Et ce à quoi je m'attendrais, ce sont des effets de souffle.
Si vous avez une minute d'alerte pour vous mettre à l'abri, et que, lorsque l'ogive explose, vous n'êtes pas dans le hangar, mais à 200 yards, derrière une barrière HESCO, vous ne serez pas touché par des éclats et n'aurez pas un bras arraché. Mais la surpression va, comme on dit, vous sonner. Vous pourriez vous réveiller en Allemagne après une évacuation médicale en C-17, et il se peut que vous ne vous en remettiez jamais. Je peux l'affirmer moi aussi, même si je n'ai pas été évacué médicalement. Mais j'ai bel et bien subi l'une de ces surpressions provoquées par une roquette qui est tombée pas très loin de moi. Et elle n'était même pas si proche. Alors, imaginez une ogive de 1500 livres qui explose à l'air libre, à quelques centaines de mètres. Vous pouvez être derrière une barrière en béton, donc être protégé des éclats directs, mais pas de la surpression. Et le traumatisme crânien, ainsi que d'autres lésions permanentes dues au souffle, peuvent entraîner des changements de personnalité. Des maris rentrent de la guerre. Ils étaient partis comme des hommes aimants, et ils reviennent amers, avares comme Scrooge, méchants. Ou bien vous avez des problèmes d'équilibre, des troubles de l'attention. Vous n'arrivez plus à garder un emploi. Vous pouvez donc être réformé pour raison médicale, avec une pension d'invalidité. Que Dieu vous bénisse. Et c'est quelque chose qui ne concerne pas forcément cette guerre-ci, mais toutes les guerres. C'est un peu comme chez les entraîneurs de football. Jouer malgré la douleur. Je ne l'ai appris que parce que je n'étais pas là. Mais si vous êtes dans un convoi de véhicules, qu'un véhicule est détruit par un engin explosif improvisé, et que vous êtes à 2 véhicules de là, que vous avez été sérieusement secoué, mais qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide, vous ne pouvez pas dire « je suis blessé ». Même si vous n'entendez plus rien et que vous savez tout est flou, vous allez quand même aller aider vos camarades. Et puis il y a une autre mission le lendemain. Alors vous n'allez pas vous faire inscrire sur un rapport médical. Vous allez rester au combat, parce que vous ne voulez pas passer pour le type qui a, vous savez, pris la sortie des poules mouillées pour rentrer chez lui. Puis vous quittez l'armée, et l'année suivante, vous avez des problèmes d'équilibre et d'audition, vous n'arrivez plus à vous concentrer, votre personnalité change. Et c'est endémique. Ça va être l'agent orange de cette génération, comme l'agent orange de la guerre du Vietnam, le défoliant utilisé dans l'opération Ranch Hand, ou comme les fosses de brûlage de Desert Storm et de l'opération Iraqi Freedom. Oui. Vous savez, les fosses de brûlage, le pétrole qu'on brûlait, tout ça. Souvenez-vous de tout ça. Dans 2 ou 3 ans, il y aura tous ces documentaires sur les vétérans qui ont subi ces blessures dues aux explosions et sur le fait que l'État américain ne s'occupe pas d'eux. C'est comme si on revivait ça sans arrêt. On n'en tire aucune leçon. Oui, c'est toujours le problème de quelqu'un d'autre. Et oui, on s'en occupera plus tard. Les anciens combattants. Oui, allez voir les services aux anciens combattants. Bon courage. Oui, on ne se préoccupe pas assez des êtres humains concernés par tout ça. Et je dis à tous ceux qui quittent l'armée, vous savez, saut en parachute, blessure au cou, peu importe, signalez-le. Faites-le inscrire sur votre dossier de sortie. Sur votre dossier de sortie, le mauvais genou, le mauvais dos. Combien de nos soldats, ces soldats de 68 kilos, sont là-bas en Afghanistan, en Irak? Ils se déplacent avec un pactage de 45 kilos, vous savez, avec tout leur équipement, toutes leurs munitions et leurs gilets pare-balles. Et ils font une mission, ils quittent l'armée et ils ont le dos d'une personne de 80 ans. Leur dos est fichu. Merci beaucoup pour votre service, mais votre dos est fichu. Oui, on a beaucoup vu ça. Écoutez, nous vous remercions vraiment d'être venus aujourd'hui et d'avoir souligné certains de ces éléments, parce que vous commencez à assembler quelques pièces de ce puzzle. On regarde trop souvent les pièces du puzzle séparément, au lieu de les considérer dans leur ensemble. Et nous vous remercions vraiment
de faire ce lien. J'adore votre émission. Je regarde presque tous les épisodes, ou je les écoute. J'ai le Bluetooth en me baladant dans la maison, vous voyez. Eh bien, merci beaucoup. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants et nous apprécions que vous en fassiez partie. Et vous voyez, parfois je n'attends même pas que vous mettiez un lien sur X. Je fais une capture d'écran depuis YouTube, je la mets sur X et sur Gab, et vous savez, je la diffuse déjà dans mes groupes Signal. Eh bien, nous apprécions votre contribution. Continuez comme ça, c'est formidable. C'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour moi. Eh bien, merci beaucoup. Et vraiment, nous vous remercions d'en faire partie aujourd'hui. Nous faisons tous partie du club de ceux qui n'ont pas fait avancer leur carrière, parce que nous avions des priorités plus importantes que de nous taire et de gravir les échelons. Hey, nous ne nous laissons pas intimider et nous ne faisons aucun compromis pour dire la vérité. Nous apprécions tous ceux qui poursuivent cette même voie et nous vous apprécions. Merci infiniment. Merci. Et nous vous apprécions aussi. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime si ce n'est pas déjà fait. On sera de retour avec vous demain dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, nous n'avons pas de sponsor parce qu'on déteste vous assommer de publicité. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez-nous un peu de soutien en retour. Abonnez-vous, mettez un j'aime et envoyez ceci à quelqu'un qui compte pour vous.